Vincent Dopeigne, il est juriste au sein de l'unité droits fondamentaux, direction générale justice de la Commission européenne, et coordinateur pour le dialogue avec les organisations religieuses et non confessionnelles à la Commission européenne. Précédemment, il était administrateur dans l'unité Action contre les discriminations pour les questions juridiques, Direction générale de l'emploi évidemment, ainsi que dans les divisions Asie et Moyen-Orient du département des relations extérieures de la Commission européenne. Évidemment, pour la formation, il est doctorant en droit à la School of Oriental and African Studies, j'espère que j'ai bien prononcé, de Londres, et master en droit international des droits de l'homme à l'université d'Oxford. Pour les publications, et quelques publications, il a publié un livre sur Legitimacy Gap, Sécularisme, Religion and Culture in Comparative Constitutional Law par Oxford University Press en 2017. Et il nous prévoit une autre publication, responsable mais pas coupable, ni question. Et il va revenir sur les notions de responsabilité et de culpabilité de la France dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda, et au point de vue du droit international évidemment, et qui sera publié dans Revue de droit international et de droit comparé en 2022. C'est lui qui va bien annoncer son thème, mais son thème c'est le droit européen en matière de lutte contre le racisme et contre la xénophobie. À vous Vincent, si vous nous écoutez. Merci Léo, sur lequel je vais intervenir. Donc le droit européen en matière de lutte contre le racisme et contre la xénophobie. Donc je précise, merci à Déo parce qu'il vous a bien expliqué ce que j'ai fait et publié. Et juste, je voudrais revenir brièvement sur le lieu où je travaille. Je travaille actuellement à la Direction générale justice de la Commission européenne, et précisément dans l'unité droits fondamentaux, chargée de la protection des droits fondamentaux. Donc on suit les questions en général de droits fondamentaux. Mon sujet actuel, c'est plutôt les questions liées à la liberté de religion, mais également les aspects de discrimination et de discours de haine, également fondés sur la religion. Donc il y a un lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Et de toute façon, notre unité a vocation également à couvrir la lutte contre le racisme, la mise en œuvre du droit européen en matière de lutte contre le racisme. Donc je parle évidemment d'un sujet qui est couvert par l'unité dans laquelle je travaille, et donc il y a cette vocation de couvrir ces aspects de droits fondamentaux de lutte contre le racisme. Comment l'Union européenne est venue à légiférer sur la lutte contre le racisme et la lutte contre la discrimination également, parce qu'il y a des discriminations sur les directives concernant la lutte contre les discriminations, sur l'origine ethnique, également dans le cadre du travail, avec d'autres critères de discrimination qui peuvent exister dans ces domaines. Donc il y a une stratégie générale de lutte contre la discrimination et contre le racisme au niveau européen. Et on doit remonter essentiellement à la période, alors sans remonter trop loin dans le temps, certains d'entre vous n'étaient peut-être même pas nés si vous êtes étudiants, c'est à un moment de la chute du mur de Berlin. Et donc, une étape nouvelle a été franchie, on pourrait dire avec le traité de Maastricht en Europe, avec le passage d'une dimension plutôt économique, de coopération économique, de coopération dans l'éducation, comme Erasmus. Donc il y a des programmes de coopération concrète entre États membres au niveau européen. Et à partir de Maastricht, se développe une dimension plus politique. Et avec le traité d'Amsterdam, et ensuite de différents traités, et notamment au moment de la Constitution européenne, qui est discutée au début des années 2000, une dimension plus politique apparaît. Et l'idée que l'Union européenne, c'est pas seulement un grand marché, c'est aussi la défense de certaines valeurs fondamentales. Et trois valeurs
clés, disons, sont les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. Et je pense qu'on parle ici peut-être de choses qui sont évidentes, mais avec la guerre en Ukraine, on retrouve les fondamentaux de l'Union européenne, qui sont la préservation de la paix et la préservation de certaines valeurs fondamentales. Et donc, certainement, on est à une époque où il est certainement utile de les rappeler. Et sans aller même sur le terrain extérieur de la guerre en Ukraine, on voit la montée de l'extrême droite, des populismes à l'intérieur de l'Union européenne, qui justifie qu'on soit attentif à ces sujets-là. Et c'est en partie à ce moment-là, et en partie en réaction à la montée de l'extrême droite qui commençait à apparaître déjà dans les années 90, à la fin, au début des années 2000, notamment un choc qui maintenant malheureusement est courant, c'était qu'en Autriche, le gouvernement de droite avait décidé de faire une coalition, de s'allier à l'extrême droite, ce qui avait choqué tous les autres gouvernements européens, ce qui aujourd'hui malheureusement devient courant. Et donc voilà, on a donc à ce moment-là, dans ces années-là, déjà une première crainte sur cette montée de l'extrême droite, la montée du populisme et des extrémismes. Et l'Union européenne, une des réactions de l'Union européenne, c'est ces directives sur la lutte contre les discriminations et la décision cadre, ce qu'on appelle une décision cadre, sur la lutte contre le racisme et la xénophobie. Cette décision cadre a été proposée à peu près au même moment que les directives contre la discrimination, au début des années 2000. Il a fallu un certain temps pour les adopter, puisque la décision cadre, cette décision cadre a été finalement adoptée par les États membres en 2008, donc il a fallu plusieurs années. Et il a fallu un temps assez important pour que les États membres soient convaincus, d'une part d'abord, et c'est souvent une objection qu'on retrouve, qui est assez classique, c'est pourquoi l'Union européenne s'intéresse-t-elle à ce sujet. Je pense que j'ai expliqué au début que ce n'était pas évident pour tout le monde. Ensuite, il y avait des craintes de fond sur lesquelles on pourra revenir peut-être sur certains États membres, notamment les pays nordiques, à l'époque le Royaume-Uni qui faisait partie de l'Union européenne, mais aussi la Suède ou les Pays-Bas, qui disaient en substance qu'il s'agissait là que les nouvelles normes européennes en matière de lutte contre le racisme risquaient de restreindre excessivement la liberté d'expression. Donc c'était les risques sur les libertés. Je pense que c'est un sujet important sur lequel on peut revenir. Alors je vais revenir maintenant sur cette décision cadre, qui finit par être adoptée en 2008. Et il y a essentiellement deux points importants dans la décision cadre, qui sont inscrits dans son article premier. Le premier point, c'est d'abord que l'interdiction de l'incitation publique, donc il faut noter cet aspect que c'est public, à la violence et à la haine visant un groupe de personnes ou le membre d'un tel groupe défini par référence à la race, la couleur, la religion, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, notamment par la diffusion, la distribution d'écrits, d'images et d'autres supports. Donc tous ces éléments sont importants. D'abord la définition du racisme, comment le racisme est défini au niveau européen. C'est une définition relativement large, mais qu'on retrouve dans les textes internationaux. Donc c'est la race, essentiellement l'origine ethnique ou nationale, et la religion. La religion fait partie également des critères qu'on considère comme pouvant avoir un caractère raciste. On peut, là aussi, il y a un certain élément à prendre en compte, mais bon, là, s'attaquer ou appeler à la haine contre un groupe fondé sur la seule religion est considéré est interdit selon les termes de cette décision cadre. L'autre point de la décision cadre, c'est l'interdiction de l'apologie, la négation ou la banalisation grossière, publique, encore une fois donc c'est public, des crimes de génocide, qui sont définis de deux façons. D'abord, c'est par référence au statut de la Cour pénale internationale. Donc, c'est ces crimes qui sont définis à travers la jurisprudence de la Cour pénale internationale, avec la condition supplémentaire qui n'est pas obligatoire, mais qui est générale, qui est ajoutée dans la décision 4, qu'on peut limiter
cette prohibition de l'apologie, de la négation, de la banalisation aux seuls crimes qui ont fait l'objet d'un jugement par des juridictions nationales ou internationales. Il faut qu'il y ait un jugement qui établisse l'existence de ces crimes. Donc c'est la première définition, disons, du crime de négationnisme. L'autre point du négationnisme est déjà fait de l'objet déjà de lois nationales avant la décision cadre, c'est la prohibition du négationnisme en ce qui concerne le génocide des Juifs en Europe, de la Shoah. Et là, la référence, c'est le tribunal de Nuremberg, les définitions par l'accord dit de Londres qui a établi ce tribunal de Nuremberg. Donc c'est les deux éléments essentiels qui définissent le négationnisme. À cela s'ajoute le lien qui est fait par les en cadre entre négationnisme et l'incitation à la violence et à la haine. Donc le négationnisme a ce caractère raciste. Et comme on a pu le dire, et c'est des sujets qu'on a déjà évoqués avec Rézy et avec Déo dans le cadre de la question du négationnisme et de sa définition, on peut dire, pour simplifier, disons, que le racisme n'est pas toujours négationniste, il peut y avoir un racisme quotidien assez banal qui est pratiquement exterminateur. En revanche, le négationnisme, lui, a toujours un caractère raciste. Le fond du négationnisme, c'est non seulement la promotion, l'apologie indirecte d'un crime, mais également en fait le fond raciste qui présidait au crime en question. Donc ce lien est assez évident, mais bon, il est rappelé par la décision cadre. Il y a un autre article important de la décision cadre qui est également que la motivation raciste ou xénophobe est un facteur aggravant pour les crimes et délits. Donc les crimes qui sont jugés par les cours nationales, on doit considérer que c'est un facteur aggravant. Ce n'est pas nécessairement qu'il y ait une peine spécifique, mais que lorsque un juge va établir une peine à un crime quelconque, il regardera les facteurs qui peuvent conduire à une peine plus légère, qui sont des facteurs amoindrissant le crime, et il y a des facteurs également aggravants, et ça fait partie des facteurs aggravants. Alors, la Commission a également, avec cette décision cadre, a mis en place certains éléments pour permettre un meilleur suivi de la mise en œuvre de cette décision cadre. L'idée, c'est que il y a d'abord un aspect qui est important et qui est une obligation juridique pour l'État membre, c'est de transposer la décision cadre, surveiller la transposition dans la loi nationale de ce que je viens de décrire. Mais il y a également des aspects qui sont plus qualitatifs, où on va aussi regarder la mise en œuvre effective du droit. C'est bien d'avoir des lois qui répriment le racisme, mais encore faut-il qu'elles soient effectivement mises en œuvre. Donc il y a un groupe européen qui regroupe les États membres avec la Commission, qui se réunit régulièrement pour examiner les questions liées à la mise en œuvre de ces normes. Donc ça travaille avec les autorités nationales, notamment avec les autorités de police, de justice. Et un des premiers points sur lesquels on continue de travailler, c'est comment mesurer et comme ça mieux connaître le phénomène des crimes de haine et des crimes racistes, de l'incitation et de tout ce qui est crime de haine, de mieux mesurer ça, pour pouvoir également aussi voir d'où ça vient et comment mieux lutter contre. Donc il y a toute la question de la mesure, en fait, le fait que les autorités policières, judiciaires doivent pouvoir avoir dans leurs statistiques judiciaires, policières, un élément spécifique qui concerne, et donc de bien recueillir et mettre en évidence le caractère potentiellement raciste d'un crime, d'un appel à la haine, donc de bien déterminer cet aspect-là et d'avoir une idée un peu de l'évolution de ces crimes.
quand on parle d'insécurité en général, on a des statistiques qui doivent permettre d'évaluer si effectivement la criminalité augmente ou diminue. Avec l'effet paradoxal qui, évidemment, on le voit aussi dans les crimes, la violence contre des femmes, par exemple, qu'une fois qu'on mesure, on a les meilleurs instruments de mesure de ces crimes, ils vont apparaître en augmentation. Et ce qui peut être certainement un effet, entre guillemets, positif du fait que ces crimes qui sont peut-être cachés ou pas insuffisamment mesurés deviennent plus visibles. Et un des points d'ailleurs liés à ça, c'est aussi la protection des victimes. Il y a une directive spécifique de l'Union européenne sur la protection des victimes qui dit notamment que les victimes les plus vulnérables, notamment et celles qui sont victimes de racisme, de crimes à caractère raciste, doivent faire l'objet d'un suivi particulier par les services de la justice, qu'on doit s'assurer qu'il y a un suivi systématique de ces plaintes, même si elles sont classées, on doit le motiver, on doit expliquer, on doit assurer que la victime est bien formée de ses droits. Donc ça, c'est un autre point qui est discuté. Et il y a un troisième point qui est important, qui est aussi le fait que, et quand on parle d'incitation publique à la haine, on parle des médias essentiellement, on parle des médias et on parle, c'était moins évident peut-être dans les années 2000, mais ça l'est devenu, de la question on parle d'Internet en fait. Et donc la Commission européenne a établi ce qu'on appelle un code de conduite avec les grandes compagnies d'Internet, Facebook, Twitter, YouTube notamment, et encore d'autres, puisqu'il y a plus de plateformes maintenant qui sont... TikTok a été inclus dans ce code de conduite, où ces plateformes d'Internet, on dit que ces plateformes d'Internet ne peuvent plus se contenter de dire « Ah oui, on n'est pas responsable du contenu, on offre une plateforme à des utilisateurs, et ils en font un peu ce qu'ils veulent, mais c'est un discours qui maintenant n'est plus accepté, et qui justement... ces grandes plateformes ont accepté qu'elles avaient une responsabilité sur les contenus qui sont publiés sur ces plateformes. Et il y a certaines pratiques qui ont été agréées avec ces plateformes, notamment l'engagement de retirer sous 24 heures les contenus à caractère haineux, donc de les retirer le plus rapidement, et c'est le cas pour la très grande majorité. De mieux également avoir des systèmes pour repérer ce type de contenu et leur origine. Pour ça, il y a notamment le fait qu'il y a un accord entre ces compagnies et certaines ONG, certaines associations qui ont pour objet la lutte contre le racisme et qui surveillent, par exemple, qui surveillent notamment Internet et la publication de tels... Et ça, c'est un aspect assez important, c'est que ces associations peuvent recueillir les données, pas seulement les plaintes individuelles que vous et moi pouvons envoyer à Facebook, ou à Twitter, il y a des moyens assez pratiques de le faire. On peut le faire sur une base individuelle, mais là, il y a l'idée qu'on peut le faire collectivement et que ces associations qui ont fait le but vont essayer de repérer tel contenu et les transmettre à ces compagnies. Donc, il y a toute une organisation, en fait, pour permettre de mieux repérer les contenus en ligne à caractère haineux ou négationniste. Donc ça, c'est tout à fait cool. Il y avait des directives européennes sur le digital, enfin les grandes compagnies digitales. Donc il y a une série d'obligations maintenant juridiques. Donc le code de conduite est complété par des règlements européens qui viennent d'être approuvés. Et qui crée des obligations importantes sur les grandes entités d'Internet. Et donc maintenant, le code de conduite est complété par des obligations juridiques. Donc si Facebook ou Twitter, alors je cite toujours ces deux-là, mais il y en a d'autres qui peuvent être en cause, ne respectent pas leurs obligations, maintenant il y a des possibilités juridiques d'aller devant les tribunaux et de sanctionner ces plateformes à travers des amendes, voire une suspension des services éventuellement. Ça peut les cheveux démantèlement, mais bon, là, je pense que dans le cas qui nous occupe du sujet. Juste, peut-être, alors, c'est un peu une conclusion.
la mise en œuvre par les États membres de la décision cadre s'est améliorée au fil des ans. Donc il y a eu déjà ce dialogue. Il y a ce qu'on appelle des procédures d'infraction qui existent. C'est-à-dire que lorsque un État membre ne met pas en œuvre la décision cadre correctement, la Commission européenne peut intervenir, peut écrire une lettre de mise en demeure à l'État membre et éventuellement aller dans la Cour de justice de l'Union européenne. Il n'y a pas de respect. Et pour l'instant, il y a eu des échanges avec certains États membres, dont certains avaient très peu transposé le décision cadre dans leur droit national. Les crimes de haine étaient définis de façon très générale. Il n'y avait pas les facteurs aggravants en cas de crime raciste. Donc la notion de racisme était très mal reprise dans le droit national. Mais je crois que ça s'est bien amélioré. On peut dire que la plupart des États membres ont repris ces aspects généraux de incitation à la haine publique, avec le caractère aggravant du caractère raciste des crimes. C'est relativement maintenant bien reconnu. C'est un peu plus compliqué. On a eu l'occasion d'en discuter dans le cas de la Belgique notamment et de la France, mais c'est une problématique plus générale en ce qui concerne la lutte contre le négationnisme. D'une façon générale, tous les États membres la plupart des États membres ont maintenant une législation. Il y a certains États membres, le Royaume-Uni qui ne fait plus partie de l'Union européenne, mais aussi la Suède ou les Pays-Bas, qui avaient une réticence de principe, qui ont dit, voilà, nous on a une législation contre la lutte contre le racisme, en général assez bon niveau, qui correspond assez largement à ce qui est demandé. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une législation supplémentaire sur le négationnisme, puisque c'est couvert par la législation sur les crimes racistes. Ce n'est pas nécessaire. C'est déjà couvert par la loi. Ils ne disent pas qu'il ne faut pas lutter contre le négationnisme, mais que c'est couvert par la loi. Et à notre sens, ce n'est pas une réponse qui est acceptable. Et d'une façon générale, ce n'est pas aux victimes, aux personnes qui sont visées par le négationnisme, de prouver le caractère raciste. Ce serait plutôt aux personnes qui seraient éventuellement accusées de négationnisme de démontrer leur bonne foi, si tant est que ça soit possible. Mais en tout cas, ça doit fonctionner dans ce sens-là, et que si le négationnisme est effectivement lié directement au racisme, il doit être réprimé comme tel. Et ça, la plupart des États membres le font. D'une façon générale, le négationnisme de la Shoah, les génocides contre les Juifs, est réprimé dans l'ensemble des États membres. Il y a un consensus européen parce que tous les États membres ont été touchés par la Shoah. Les dispositions concernant les crimes internationaux sont également reprises de façon parfois un peu différente, mais d'une façon générale, il y a aussi un consensus sur le fait que les crimes reconnus comme tels par la Cour pénale internationale ou par une cour internationale, ça serait le tribunal pénal international pour le Rwanda ou pour l'ex-Yougoslavie, que ces juridictions, que ces crimes reconnus doivent également être couverts par la législation contre le négationnisme. Donc ça, d'une façon générale, c'est relativement bien pris en compte avec des aspects un peu inégaux. Et ce n'est pas sans poser certains problèmes, comme on l'a vu en Belgique, également en France, sur quels sont exactement les crimes couverts par cette disposition sur les crimes internationaux. Et encore une fois, j'ai énoncé ce critère du fait qu'une juridiction nationale ou internationale l'a établi comme un critère juridique. Et je ne parle pas évidemment là de tout ce qui peut être la dimension de recherche historique. Et enfin, il y a un troisième point qui me paraît important, notamment avec les questions liées à la guerre en Ukraine, c'était que les pays de l'Est ont été assez sensibles et on avait même demandé à la Commission européenne à un moment que la négation des crimes de l'époque soviétique, des crimes liés au communisme ou au stalinisme, soit également repris dans la liste des crimes, dans la liste des crimes dont la négation est interdite. Mais là, on sort en fait du domaine de la décision 4 qui concerne les crimes à caractère raciste. Ici,
on parle de crimes plutôt qui ont plutôt un caractère politique, même si on peut regarder dans les limites de ces crimes, qui vont parfois peut-être à la limite de la disons, sinon du génocide, en tout cas de crimes qui seraient fondés sur la nationalité. Mais en gros, on parle quand même de crimes à caractère politique. Donc notre réponse à ces pays, notamment aux pays d'Europe de l'Est, c'est que rien n'empêche la législation européenne, rien n'empêche de criminaliser la négation des crimes de l'époque soviétique, mais c'est une compétence nationale, donc c'est chaque État membre qui va le faire, et là c'est un peu selon, ça dépend beaucoup essentiellement de l'histoire et de l'histoire nationale. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, ce que je voulais dire un peu sur la décision cadre, et sur la lutte contre le racisme. Évidemment, je serais ravi de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Je vous remercie. Quel est l'effet attendu de toutes ces lois qui condamnent le négationnisme et le réductionnisme, et depuis que ces lois existent, est-ce qu'on a pu faire une évaluation pour voir si l'effet attendu était atteint? Un comportement est criminel, il s'agit d'une norme sociale, donc je pense qu'il y a l'effet d'annonce de la loi et le fait que voilà, on établit, et encore une fois je dis le racisme aux principes fondamentaux d'une société, donc on parle ici de racisme, de faits particulièrement graves au regard des valeurs de la société, et de négation de crimes qui ont un caractère particulièrement grave, qui sont des atteintes aux valeurs fondamentales sur lesquelles la société repose. Donc ça, je pense que l'effet attendu, c'est d'établir certaines interdictions, et il y a des gens qui critiquent cela en disant voilà, on établit des tabous sociaux, etc. Mais toute société a ses propres tabous. Donc et donc voilà, et je pense qu'ici la discussion est toujours autour évidemment de la liberté d'expression et du négationnisme. Mais voilà, je crois que là, bon, je ne vais pas rentrer dans cette longue discussion, mais la liberté d'expression a des limites de toute façon, et qu'il n'y a pas de liberté d'expression sans également des limites et un cadre dans lequel en fait, on peut s'exprimer. Et donc ça, sur l'effet attendu, c'est quelque part de protéger la liberté d'expression lorsque celle-ci est faite de bonne foi, est faite et elle est très très large, que nous sommes dans une société où elle est déjà extrêmement large et qu'il ne s'agit pas de la réprimer. Donc ça, c'est sur l'effet attendu, en fait, de bien désigner quels sont certains comportements qui sont complètement inacceptables dans nos sociétés. Sur l'évaluation, c'est un peu compliqué alors j'aurais dû, c'est une très bonne question, c'est un peu compliqué de le dire à mon niveau. Je pense d'une part parce qu'il y a un effet dans les lois, et les lois contre le racisme, on peut espérer cet effet-là, qui est de dissuader. Le premier effet, c'est qu'on va dissuader les porteurs de tels discours. Et évidemment, on dissuade l'expression publique. Donc il y a un effet qui peut être quelque part pervers, c'est-à-dire que les discours, au lieu de s'exprimer publiquement, vont s'exprimer de façon en privé, vont rester sous-jacents. Et je pense que ça, c'est une des grandes... votre question soulève la question générale de la législation antiraciste qui doit, à mon sens, absolument exister. C'est qu'on doit dire qu'il y a certaines choses qui sont inacceptables, comme les crimes en général. Et donc, on va... mais d'un autre côté, il y a un aspect répressif qui est nécessaire, mais on doit aussi peut-être convaincre les gens. Donc, il y a l'aspect qui serait plus éducatif, qui serait plus... et que la répression à la négation doit s'accompagner aussi d'éducation, que
Donc il y aura un aspect où on doit mieux connaître, et en parallèle, il ne s'agit pas de figer la vérité en disant les choses se sont passées comme ça. Au contraire, il faut aussi promouvoir la recherche historique. Et ça, c'est un des aspects sur lesquels l'Union européenne travaille. On n'a pas beaucoup de compétences en matière d'éducation, mais on a développé certains programmes, notamment liés à tout ce qui concerne le génocide des Juifs, il y a des programmes importants, mais également les crimes totalitaires, les crimes des régimes totalitaires, les crimes liés à l'occupation soviétique. Donc il y a aussi un travail d'éducation qui est fait au niveau européen. Donc il y a l'aspect que c'est bien de réprimer, mais il ne faut pas juste contraindre le discours, il faut aussi essayer de convaincre. Il n'y a pas que de taper sur les gens qui parlent et qui ne disent pas ce qu'il faut dire. Je pense qu'il y a un aspect d'éducation et Et encore une fois, le problème du discours raciste et du discours négationniste, c'est qu'on est à la limite du dialogue. C'est qu'on n'a plus le dialogue doit se faire et se faire entre interlocuteurs de bonne foi. Donc, moi, il me semble, pour conclure là-dessus, il me semble que la décision cadre aussi, il faut savoir, encore une fois, il y a une transposition nationale qui peut être un peu différente, comme j'ai dit, et c'est l'autorité nationale qui juge au cas par cas. Donc on a évidemment des remontées de ce qui est fait. Je crois qu'il y a certains principes ce qu'on voit, c'est que la négation pure et simple, et ça je pense c'est un effet positif de la loi, et en France c'était depuis longtemps, en Belgique, il y a des lois nationales de toute façon, qui existaient déjà avant. La négation pure et simple existe très très peu. Elle existe encore malheureusement. Ça concerne la négation du génocide des Juifs, mais aussi du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Il y a la négation pure et simple. Elle existe malheureusement encore, mais elle est marginalisée. Je pense que la plupart des gens acceptent que c'est des discours marginaux qui n'ont pas beaucoup d'impact sur les gens. En revanche, le risque, et avec le racisme aussi, c'est qu'il y a plutôt un discours de banalisation. Donc l'idée de la banalisation grossière, où on essaye de passer entre les gouttes, de parler de façon un peu cryptée. Alors, il y a le double génocide pour le cas du génocide. Il y a des façons d'essayer de banaliser, il y a toute la discussion. La question du double génocide, d'ailleurs, fait penser aux discussions qu'il y a eu sur est-ce que les crimes d'Hitler et de Staline sont équivalents ou pas. Donc il y a un peu l'idée qu'on va essayer de dire oui, il y a des crimes très graves, mais ceux-là aussi sont particulièrement graves. Donc il y a un peu l'histoire d'essayer de relativiser. Donc c'est un peu l'effet peut-être que ces lois antiracistes qui sont fondamentalement positives peuvent avoir. Alors, une réponse plutôt qualitative que quantitative. Je n'ai pas vraiment des statistiques à vous fournir. J'aimerais bien d'ailleurs. Il y a une autre question au bout de la salle. Très intéressant. Alors, moi, j'ai une petite remarque ou un rapprochement. Donc, ici, j'ai participé à une conférence de Madame Rachida Brahim. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, elle a écrit un livre. Elle est autrice de La race tue 2 fois, 30 ans de crimes racistes en France. Et donc, elle a un petit peu développé justement la problématique pour les personnes qui souffrent d'attaques au niveau raciste, pour la capacité d'avoir accès à la justice de manière égalitaire, la complexité. Expliquer que la première violence touche à l'intégrité physique de la personne, la seconde violence a lieu à l'échelle institutionnelle et elle est une conséquence du traitement pénal qui ignore la nature raciste des crimes jugés. Donc elle expliquait que par exemple elle avait beaucoup suivi la problématique de la population algérienne et qui avait eu beaucoup de soucis pour avoir une possibilité d'être écouté au niveau de la justice et avoir réparation. Donc je suis heureuse d'entendre que l'Europe agit pour que le racisme ne soit pas ignoré ou qu'il y ait un déni justement à ce niveau-là. Elle expliquait qu'il y avait souvent
Donc on cachait les informations au niveau de la police, on s'arrangeait pour noyer un petit peu le poisson et que finalement les gens n'aient pas du tout cette possibilité d'être écoutés et finalement puissent en faire un deuil de crimes vis-à-vis de leurs enfants, la famille et voilà, l'Algérie en général. Je ne sais pas si vous avez un retour par rapport à ça ou si vous êtes au courant de ces choses, voilà, de terrain, disons. Oui, alors là, la question est la question des crimes racistes ici, notamment contre les... Mais là, on remonte aux années 70, 80, où il y avait certainement une tolérance, où il y avait une période où il y avait ce qu'on appelait, qui remonte à l'époque de la guerre d'Algérie, ce qu'on appelle des ratements, c'est-à-dire une forme de lynchage contre des personnes d'origine algérienne qui sont liées à la guerre, en fait. Et là, je pense quand même qu'on est heureusement en partie, pas entièrement malheureusement, mais en grande partie quand même, on est dans l'histoire. C'est pas la tolérance des autorités pour ces crimes a évidemment bien largement diminué. Et je pense que mais ça pointe sur un sujet qui est difficile et qui a tendance effectivement à être minimisé par les autorités, c'est le caractère raciste du crime. On va essayer de dire, bon, regarde, il y a un crime, donc s'il y a eu un meurtre ou alors un tabassage, le crime lui-même est tout à fait reconnu par les autorités. Le caractère raciste, et on l'a vu aussi avec les crimes à caractère antisémite en France, on dit oui, mais c'est pas si grave, mais c'était ou alors c'était des gens qui ont mélangé l'antisémitisme avec d'autres aspects, et dans ce problème de motivation raciste, ça peut être aussi un problème en général avec les crimes racistes. On va dire oui, le crime est grave, mais bon, on voit pas. Le raciste doit mal être mesuré ou pas être évident. Et de ce point de vue-là, on a des actions au niveau européen de formation de la police et d'échange aussi entre les polices européennes, les justices européennes. Donc un échange d'expérience. Ça, je pense que c'est un des valeurs ajoutées au niveau européen, c'est qu'il y a des rencontres entre policiers allemands, français, suédois et d'autres États membres qui permettent d'échanger des expériences et de voir comment on traite ces différentes formes de crimes. Donc, et certainement, c'est un point, démontrer le caractère raciste, souvent la police sera parfois mal équipée, peut-être de mauvaise foi, ou parfois même tout simplement mal équipée, c'est-à-dire qu'elles ne poseront pas les bonnes questions. Et on peut lier ça aussi à une directive qui est assez récente, qui date de quelques années, sur la protection des victimes. Donc l'idée que les victimes vulnérables doivent faire l'objet d'un accompagnement particulier. Et on a un traitement particulier. Et actuellement, on le voit pour la question de la violence contre les femmes. Et l'idée qu'on ne peut pas traiter tous les crimes de la même façon, qu'on doit mieux cibler, éventuellement traiter de façon très spécifique certains des crimes. Et les crimes à caractère raciste méritent certainement d'avoir ce traitement spécifique. Et bon, il est maintenant, d'autant plus qu'il est maintenant reconnu dans le droit européen, donc ça doit se traduire dans les institutions également et dans c'est un point. Alors, encore une fois, je pense que l'évolution générale est plutôt positive, mais il y a encore du travail. Et ça dépend des États membres. Il y a des États membres qui sont allés beaucoup plus loin, et d'autres qui sont encore... Le Royaume-Uni était plutôt un bon exemple de ce point de vue-là. Ils ont quitté l'Union européenne, mais j'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Les zones de police doivent désigner un policier de référence qui, lui, sera spécialisé dans toutes ces matières de racisme et discrimination et qui devra également informer ses collègues sur la législation antiracisme et antidiscrimination ici en Belgique et la manière dont les victimes de racisme et discrimination doivent être accueillies par la police.
Bon, il y a encore des petits points à ce niveau-là, mais en tout cas, il y a la mise en place d'un code. Quand on porte plainte à la police, il y a un code sur le PV et le code permet de déterminer si la police a bien acté le caractère raciste ou non du délit, du crime qui a été dénoncé. Et aussi, cette difficulté des victimes à avoir accès à la justice passe aussi par cette barrière institutionnelle qu'est la police, parce qu'ils ne sont pas toujours au courant de la législation, ils ne savent pas toujours faire rentrer dans les cases légales les situations qui leur sont soumises. Donc beaucoup de personnes n'osent pas aller porter plainte parce qu'ils disent que ça sert à rien d'aller porter plainte, ça ne va pas aller plus loin. Or justement, il faut aller porter plainte pour qu'au niveau de l'État, que l'État sache, l'État fasse un état des lieux de la situation des crimes racistes et discriminatoires ici en Belgique. Donc les signalements, les rapportages des crimes racistes, les délits de haine, c'est très important pour faire évoluer justement les pratiques, que ce soit au niveau de la police ou de la justice. Sans signalement, sans rapportage des plaintes, rien ne va bouger. Oui, tout le système, alors c'est peut-être aussi sa faiblesse, mais c'est vrai que les plaintes individuelles ou collectives, et en matière, le code de conduite dont je parlais avec les entités d'Internet, ça repose sur des signalements aussi. C'est-à-dire qu'on voit un contenu à caractère raciste qui n'est pas acceptable. C'est aux individus, mais individuellement, parfois c'est un peu compliqué. Effectivement, les organisations, les ONG ont leur rôle à jouer. Et il faut ce travail de signalement et effectivement aussi, alors, d'enquête. Il y a un élément que je n'ai pas mentionné, c'est que l'Agence des droits fondamentaux, donc une agence européenne qui est basée à Vienne, a un rôle aussi d'essayer d'établir la statistique au niveau européen. Donc il y a un travail un peu de suivi et d'essayer d'obtenir des remontées, des statistiques. Mais il y a quand même une difficulté, c'est qu'il faut les harmoniser au niveau européen, il faut avoir des instruments de mesure, et ça, ils doivent exister. Et le fait qu'effectivement qu'il y ait un policier référent, des points de contact qui sont spécialisés, c'est très important que cette personne puisse être une référence pour ses collègues et puisse avoir une vue aussi de ce type de crimes éventuellement qui peuvent avoir lieu et d'accumuler une expérience. Ça doit aussi se faire, ça se fait dans le temps en fait. Répondez indirectement. Vous n'entendez pas? Ok. Oui. Je disais que vous avez parlé des organisations ONG, etc., qu'ils ont prévu un système de recours d'intelligence artificielle pour repérer les contenus haineux. J'avais voulu que vous nous en disiez un mot de plus, mais je pense que vous en avez évoqué tout au long de votre exposé. L'autre question, c'est quand même, je reviens toujours sur le négationnisme et le génocide. On sait que chaque pays construit sa loi contre le négationnisme. Et puis les pays anglophones semblent à la traîne en fait dans l'adoption de cette loi. Qu'est-ce que l'Union européenne dit? Comment est-ce qu'ils harmonisent cette loi de lutte contre le négationnisme? Surtout que les gens parlent de leur liberté d'expression qui doit être préservée, de leur droit d'écriture à l'histoire, mais des choses qui semblent vagues quand même si on voit la lourdeur de son négationnisme. Mais je crois qu'il y a encore un peu de vague là-dessus et ça doit être bien structuré. Voilà. Mais le minimum, c'est réprimer le négationnisme des Juifs en Europe. Donc ça, il y a là-dessus un consensus européen assez général avec peut-être des petites exceptions nordiques comme ça ou anglo-saxonnes, mais
petite réserve, mais je pense qu'en globalement, c'est relativement accepté. Alors, ensuite, il y a l'autre, c'est les crimes tels que définis par les statuts de la Cour pénale internationale et reconnus par les juridictions nationales ou internationales. Je pense que c'est ça la base. Et en principe, tous les États membres doivent transposer cela, au moins cela dans leur droit national. Ils peuvent aller au-delà, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi réprimer d'autres formes de négationnisme. Je mentionnais le cas du totalitarisme soviétique, ou d'autres. Enfin, on pourrait penser qu'il y a des spécificités nationales. En Espagne, il y a eu le franquisme, il y a eu une dictature, ou dans d'autres pays, et on va réprimer la négation de ces crimes. Mais là, c'est pas une exigence européenne. Et, donc là. Alors, il y a un risque. La liste que je mentionne, c'est qu'il y a une sorte de multiplication des critères de négationnisme. Donc le droit européen, je pense, est quand même assez centré sur les crimes les plus graves pour l'histoire européenne, donc c'est la Shoah, et les crimes internationaux, les FRE tels que définis et reconnus au plan international sur la base juridique que fournit le statut de Rome, la Cour pénale internationale. Donc c'est ça vraiment les deux points fondamentaux. Et que tout le droit européen se fait évidemment dans le respect de la liberté d'expression, liberté académique, que c'est au juge en fait de voir si c'est un négationnisme de défi de voir dans les cas concrets s'il s'agit de négationnisme ou s'il y a une recherche historique de bonne foi sur les circonstances et jamais contraire au droit européen. C'est que là, si la recherche est faite de bonne foi, on va regarder le cas d'espèce. Est-ce que l'objet c'est juste la négation et d'essayer l'objet véritablement de nier ou de banaliser grossièrement le crime et que ça l'idée qui est derrière l'auteur, ou est-ce qu'au contraire l'objet est véritablement une recherche de bonne foi. Ça c'est au cas par cas, c'est difficile de dire voilà le critère fondamental et in fine le droit européen est construit autour du juge national, donc c'est au juge national d'apprécier les circonstances des faits sur la base des principes de la loi. Et je pense que donc il y a effectivement cette tension potentielle. Je pense qu'il ne faut pas nier qu'il peut y avoir des moments où le fait qu'il y ait une éducation répressive contre le racisme et le négationnisme fait que la personne potentiellement concernée vont essayer d'utiliser la liberté d'expression au maximum pour pourrir la loi, donc d'essayer de contourner, de banaliser plutôt que de nier clairement. Plutôt qu'un discours à caractère raciste, on va être indirectement, on va utiliser des termes qui sont connotés et qui se renvoient à une origine. Voilà, c'est une personne. Voilà, mais après, c'est au juge d'apprécier si c'est véritablement du racisme, du négationnisme, ou au contraire, donc il y a un micro qui est ouvert. Et votre sujet était tellement intéressant, on peut poser des questions jusqu'au soir. Si on pouvait avoir du temps. Il y avait quand même une toute petite dernière question d'Étienne. Je ne sais pas si on peut l'écouter. Et comme ça, on donne la parole à Feriel. Et avant de voir si Denis Mbunga est disponible. Bon, mais s'il n'est pas disponible, on clôturera alors après Feriel. Étienne. Merci, Dr Vincent, pour votre intervention.
Je vais résumer mes deux petites questions en une seule question. La première question de par les intervenants depuis avant-hier. On a écouté que le racisme en soi, il n'y a pas de définition juridique assez claire, nette. Est-ce que n'y aurait-il pas, disons, pas une volonté totale des politiques? On sait qu'en lisant que les pays se sont mis d'accord pour trouver une définition internationale du réfugié, ça je ne peux pas, disons, aller lire tout cela, mais est-ce que les juristes ne seraient pas minés par les politiques qui peuvent ne pas vouloir aller plus loin? Sinon, s'il y a la volonté de tous les pays, là on pourrait trouver une définition, on va dire commune à tous les pays, d'une part. D'autre part, qu'est-ce que, par rapport maintenant aux sanctions, est-ce que la Commission européenne ou le Parlement européen ne pourrait pas de commun accord voter une directive avec les pays qui sont partants pour carrément que cela soit une sanction qui est pas simplement pénale. Je sais que souvent on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre. Quand il y a des mauvais comportements contre la loi, des fois, que ce soit la Commission ou le Parlement, on arrive jusque-là. On sait que des fois on donne des exemples en disant on va infliger des sanctions qui sont liées à l'argent, au financement, entre guillemets, pour certains pays d'extrême droite. Et alors là, c'est une arme qui touche sérieusement à ce genre de pays ou de personnes qui se comportent comme ça. Parce qu'on a déjà vu, entendu que le racisme, ce n'est pas simplement en Belgique, c'est partout dans le monde. Hein. Et ce n'est pas d'un seul côté, ça peut être de tous les côtés. Est-ce que les juristes ne sont pas déterminés par les politiques? Il n'y a pas la volonté qui manque pour pouvoir trouver cette définition commune. Et si on pensait aussi alors à une directive, qu'en pensez-vous, Dr Vincent? Merci. Là, le Conseil de l'Europe, qui est actif aussi. Donc il y a des éléments de normes internationales, il y a la définition européenne. Donc il y a des éléments de définition. Je pense que c'est plutôt la mise en œuvre qui compte, enfin qui est importante. Donc c'est et que évidemment après ça doit être interprété concrètement. Donc là encore une fois c'est le rôle du juge, de la police, de la justice de déterminer si dans les cas concrets il y a des. Mais je crois que la définition elle existe et que c'est plutôt, et comme on a pas mal discuté, plutôt la mise en œuvre. Est-ce que les États ont vraiment la volonté politique de les mettre en œuvre, de faire ce qu'il faut pour. Je crois que c'est quand même des sujets qui ont pris de l'ampleur dans les dernières années. L'événement de George Floyd aux États-Unis, donc ça, il y a eu un effet de choc, un effet de souffle à travers le monde. Donc il y a maintenant, au plan international, moi je parle le plan européen, donc au plan international, il y a un travail à faire parce que on parle, déjà à l'intérieur de l'Union européenne, il y a pas mal de différentes approches, alors au niveau international, c'est. Donc, je pense que c'est plutôt la mise en œuvre en fait. Peut-être que certains pays vont interpréter de certaines façons, il y en a qui vont donner plus d'importance à certaines formes de racisme qu'à d'autres, selon le contexte national. Mais on a des éléments d'une base internationale qu'il faut peut-être renforcer, mais qui existent. Sur les sanctions, bon, elles existent, sauf qu'elles sont quand même maintenant aggravées, elles se sont plutôt renforcées en général. Il y a des sanctions contre les personnes de droit moral en droit européen dans la décision 4, donc il n'y a pas que les personnes individuelles, mais également les personnes morales, enfin peut-être un parti politique, une association qui promeut des idées racistes, etc. Il y a des sanctions-là qui existent. Et avec la dernière réglementation européenne adoptée sur Internet, maintenant il y a des possibilités de sanctionner directement les grandes plateformes, comme Facebook ou Twitter ou d'autres, si elles ne respectent pas leurs obligations. Et là, effectivement, l'argent
compte. Donc on s'appelle des sanctions très importantes, des pourcentages du chiffre d'affaires qui sont des amendes qui sont très très élevées, voire même la suspension des services. Donc on peut aussi, une sanction importante pour certaines, là évidemment pour Facebook ou Twitter, c'est de suspendre tout simplement le service. Donc voilà, il y a adapter les sanctions, oui, il y a certainement des choses à faire. Il y aurait les travail d'intérêt général ou l'obligation de se former, enfin, on peut imaginer des types de sanctions qui soient adaptées aux... Voilà en 2 mots, je voulais dire. Ok, merci beaucoup, Dr Vincent. Je pense que... Et bon, pour écouter encore une fois son thème des musicales, et M. Mpunga avait quand même une intervention intéressante, mais je crois qu'il n'est pas disponible parce qu'on a essayé de le contacter, on n'y arrive pas. Donc, il allait nous déconstruire les préjugés à caractère tribal, ethnique, racial, et pour promouvoir la diversité culturelle et vivre ensemble. Expérience de terrain, c'était vraiment intéressant, mais c'est dommage. On va continuer à le contacter si on n'y arrive pas. Il n'y a pas de souci. Et après la musique, on va voir. Continuer à le chercher pendant la musique. Oui, oui. Douleur, d'accord aussi pour la peur. Je connais les conséquences, et tant pis pour les pleurs. J'accepte quoi qu'il en coûte, tout le pire du meilleur. Je prends les larmes et les doutes, et risque tous les malheurs. Tout m'est pas l'indifférence, tout m'est pas ce temps qui meurt, et les jours qui se ressemblent, sans saveur et sans couleur. Tout m'est pas l'indifférence, tout m'est pas ce temps qui meurt, et les jours qui se ressemblent, sans saveur et sans couleur. Et j'apprendrai les souffrances, et j'apprendrai les brûlures, pour le miel d'une présence, le souffle d'un murmure. J'apprendrai le froid des phrases, j'apprendrai le chaud des mots. Je jure de n'être plus sage, je promets d'être beau. Tout m'est pas l'indifférence, tout m'est pas ce temps qui meurt, et les jours qui se ressemblent, sans saveur et sans couleur. Tout m'est pas l'indifférence, tout m'est pas ce temps qui meurt, et les jours qui se ressemblent, sans saveur et sans couleur. Je donnerai des années pour un regard, des châteaux, des palais pour un quai de gare, un morceau d'aventure contre tous les conforts, des tas de certitudes pour désirer encore. Échangerai années mortes pour un peu de vie, chercherai clés de porte pour toute folie. Je prends tous les tickets pour tous les voyages, aller n'importe où mais changer de paysage. Effacer ces heures absentes et tout repeindre en couleur, toutes ces âmes qui mentent et qui sourient comme on pleure. Tout m'est pas l'indifférence, tout m'est pas ce temps qui meurt, et les jours qui se ressemblent, sans saveur et sans couleur. Tout m'est pas l'indifférence, tout m'est pas ce temps qui meurt, et les jours qui se ressemblent, sans saveur et sans
comme on l'a dit, tout met pas la différence. Est-ce que j'enchaîne avec une seconde? Alors. Je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre, à chaque enfant qui disparaît, c'est l'univers qui tire un trait, sur l'espoir pour l'avenir, pouvoir nous appartenir. J'ai vu les enfants s'en aller, sourire aux lèvres et cœur léger, vers la mort et le paradis que des adultes avaient promis. Mais quand ils sautaient sur les mines, c'était Mozart, mon assassine. Si le bonheur est à ce prix, de quel enfer s'est-il nourri? Et combien faudra-t-il payer de silence et d'obscurité pour effacer dans les mémoires le souvenir de leur histoire? Quel testament, quel évangile, quel père aveugle ou imbécile vous condamnez tant d'innocence à tant de larmes et de souffrance? La peur, la haine et la violence ont mis le feu à leur enfance. Leurs chemins se sont terrassés de misère et de barbarie. Peut-on convaincre un dictateur d'écouter battre un peu son cœur? Peut-on souhaiter d'un président qui pleure aussi de temps en temps? Pour les enfants du monde entier qui n'ont de voix que pour pleurer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. Dans vos sommeils de somnifères, vous dormez les yeux ouverts. Laissez souffler pour un instant la magie de vos cœurs d'enfants. Puisque l'on sait nous parler, faire la paix pour quelques secondes. Au nom du Père et pour Noël, que la trêve soit éternelle, qu'elle taise à jamais les rancœurs et qu'elle apaise au fond des cœurs la vengeance et la cruauté jusqu'au bout de l'éternité. Je n'ai pas l'ombre d'un pouvoir, mais j'ai le cœur rempli d'espoir. De chansons pour aujourd'hui qui sont des hymnes pour la vie, et des ghettos, des bidonvilles, du cœur du siècle de l'exil. Des fois c'est les marmots partout qui font chanter les gens debout. Vous pouvez fermer vos frontières, bloquer vos ports et vos rivières, mais les chansons voyagent à pied en secret dans des cœurs fermés. Ce sont les mères qui les apprennent à leurs enfants, qui les reprennent. Elles finiront par éclater sous le ciel de la liberté. Les enfants du monde entier. Les enfants du monde entier. D'André Malraux, qui a été ministre de la Culture à la fin des années 50 en France, et qui disait « Le plus court chemin de l'homme à l'homme, c'est l'art. » Vous écoutez de la musique mexicaine, vous aimez alors que vous êtes négro-africain. Vous aimez la musique chinoise alors que vous êtes européen. Les gens pensent, voilà qui nous réunit, la musique. Le plus court chemin de l'homme à l'homme, c'est l'art. Africaine ou européenne ou latino-américaine, c'est toujours le plus court chemin de l'homme à l'homme. On pense que l'Occident est antiraciste, est anti-noir, négrophobe, raciste. Ce qu'on oublie, c'est que cela a une origine historique. Les anciens Grecs, le peuple de la philosophie, le peuple de la démocratie, le berceau de la démocratie occidentale, les anciens Grecs prenaient les Noirs pour les initiateurs de toute spiritualité, en raison de nos danses et de nos musiques. Et d'ailleurs, le premier homme est noir. Vous avez été décoloré en cours de route, mesdames et messieurs. Ah si, tous les hommes sont initialement noirs. C'est en cours de route que vous êtes devenus des hommes de couleur. Alors c'est pourquoi un poète, un grand poète comme Léopold Sédar Senghor dit « Nous ne sommes pas les hommes du café, nous ne sommes pas les hommes du coton, nous ne sommes pas les hommes de la mort, nous sommes les hommes de la danse, dont les pieds reprennent vigueur en frappant le sol dur. Nous sommes les mêmes à l'origine. » Je dirais même plus, comme disent les francophones, et même si on parle du génocide, parce que c'était un des thèmes d'aujourd'hui, le génocide cherche
la réconciliation, l'apaisement dans l'art aussi, dans la musique, mais aussi dans tous les arts. Donc ça fait partie aussi des systèmes de réconciliation, d'apaisement. L'art est très important. C'est dommage qu'on ne pourra pas écouter M. Mpunga parce qu'il parle vraiment de l'art, et il magnifie l'art et il montre comment l'art contribue à rassembler les gens et à surplomber le racisme et à unir les gens. Bon, s'il n'y a pas de questions spécifiques, parce que c'était vraiment l'occasion de questions, mais on en a eu sérieusement, je ne saurais pas vous donner la restitution du colloque. Vous l'aurez, on le mettra en écrit. Je vais quand même, je ne peux pas terminer sans vous remercier d'abord d'être venu, mais aussi d'avoir été sage, sympa, et donnez-vous l'applaudissement. Ceux qui n'ont pas participé ont au moins souri. Ils ont ri, ils ont souri. Et on a vu le visage. Bon, principalement, je vais quand même remercier les intervenants qui étaient de qualité. Donc, ils ont très bien travaillé. Et alors, Feriel, il nous a mis au sommet. Merci, Feriel. On vous applaudit. Les autres, je ne vais pas les citer. Feriel était primordial. Je dois remercier le Mons Memorial Museum qui nous a prêté cette salle et bien accueilli, même le café, etc. C'était grâce à lui. Et on va les applaudir quand même aussi. Je l'ai dit en commençant, le CIMB a œuvré à ce que les gens connaissent aussi cet événement. Bon, on ne va pas applaudir tout le monde, chacun, mais qui trouve notre reconnaissance dans cet événement. Il y a l'équipe technique alors. L'équipe technique a été très efficace. Et bon, mais il y a un individu qui est là derrière, tout calme, c'est M. Gilbert. Et il m'a aidé à préparer ça à Mons. Dans la mobilisation, il a été efficace, donc je dois le remercier. Et enfin, alors je vais remercier quand même mes collègues qui m'ont aidé à organiser ce colloque. Et je vais lui dire merci, un grand merci. Et bon, prochain rendez-vous, je ne sais pas, mais bientôt vous aurez quand même d'autres nouvelles de ces gens. Bon, il y a Ingo, il y a toute une série de personnes, il y a Ruth, etc. Bon, merci beaucoup à vous aussi. Et qu'on vous applaudisse aussi. Voilà, je pense que je n'ai oublié personne et je peux vous dire que... Ok, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci à toi aussi.